À Saint-Rémy, la plus grande carrière de Gaulle antique, une des trois plus grandes, qui appartenait à l'empereur, où ils ont laissé une pyramide de plus de 20 mètres de haut. Et on a même trouvé un sceau de l'empereur qui prouve, sous Trajan, que c'était une carrière qui appartenait à l'empereur. La carrière, à l'époque, j'ai 4 hectares, et en creusant ces 4 hectares, en creusant à peu près 8 mètres autour. Parce que la terre qu'il y a aquí, il y a 12 mètres de terre, il est amené par l'homme, il est amené par les esclaves, parce que d'après ce qu'ils savent, à l'époque, Marcus et Caius avaient fait la campagne d'Égypte et ils emmenaient des milliers d'Égyptiens, d'esclaves, et ils ne campaient pas qu'ils travaillent. Et pareil, que tant que travaillons, que mendiants, mais quoi que travaillons un peu, il n'y a pas de retraite, ils passaient en l'épée, ils gardaient un peu. Revenir sur les pieds, alors qu'ils travaillaient, ils appellent la viande les trachailles. Et par San Chapouillan, ça vient sa peste, parce que San Chapouillan est le patron des vins blancs. Dans la langue provençale, on appelle ça l'itrasaire. Et les ancêtres de mon père sont venus de Gravaison, à Pombier, et ils sont restés. Dans Pombier, c'était les carriers qui faisaient marcher tout, les bouchers, tout. Ça marchait, il y avait 200 carriers, entre carriers, terrassiers, charretiers. Je vais aller voir quand ils descendaient à midi pour aller dîner le soir à souper. Tu aurais dit quand on retourne de l'enterrement, tu sais qu'il y a tant de monde. Tu aurais dit le 14 juillet, il y a plus de monde le soir, il y a des mecs dans le 14 juillet. Et nous avons dans Pombier des familles où il y a peut-être 10 générations de carriers, depuis en remontant dans le temps à 2 ou 3 siècles. Hein, des vieux carriers comme j'ai connu, la Cano, des hommes comme ça, c'était des vieux souches de Foyelloise. Le vieil caquette, quand il y a dit. Ah ben celui-là, c'était un vrai carrier. Mais ben, il était dans le bureau des syndicats, celui-là. Je me souviens de ça. Et quand faisiez des, la trace, be, des. Faisiez comme quoi? Ça faisait. Et comme quoi, hein, oh. Le carrier, c'était pas pareil. Le carrier, lui, il était tranquille, il savait que personne n'allait prendre la scie sans savoir s'il est. Parce qu'au carrier, il y avait naturellement le carrier proprement dit, qui avait plusieurs catégories dans le carrier. Il y avait le glouteur, il y avait le fonceur, il y avait le carisseur. Tu rentrais là, comme si tu rentrais dans le mur là. C'était un travail de blotteur, ça. Et puis, après, lorsqu'on appelle la galerie, alors on fait ce qu'on appelle le ponçage perpendiculairement. Alors là, souvent, les enfants des carriers commençaient leur carrière de carrier en faisant ce qu'on appelait le gu. Eh bien, cet enfant, qui avait une douzaine d'années à peine, montait au carrière avec son père, et il faisait ce qu'on appelait le gu à la machine. Ce treuil était tiré par un cheval. Alors cet enfant surveillait le cheval, menait le cheval. Alors on l'appelait le gu parce que les carriers ont besoin de taquiner cet enfant, et cet enfant, lui, faisait des couillonnades aussi au carrier. Puis il faisait un peu le terrassier, et puis son père l'embrigadait avec lui. Il connaissait déjà la technique de faire des galeries. Seulement, il le faisait avec des gens de petites espoudes, n'est-ce pas, petits engins comme ça. Alors, il faisait ce qu'on appelait une chique. Sautecoeur a dû vous en parler, des chiques. Bon, ils faisaient leur chique en haut, hein, et puis après, ils faisaient péter, quoi. Voilà. Ça, ça a toujours été les plus forts, n'est-ce pas? Parce que pour faire une galerie, ils ont juste assimilé, si vous préférez, la technique du crocodile, c'est-à-dire des scies à main. Alors, il y en avait de différentes sortes. Il y avait des scies qui étaient rondes, comme des tronçonneuses maintenant, mais qui étaient à main. Et ils ont su assimiler cette technique du crocodile, arriver à faire des blocs qui faisaient 1 mètre de profondeur
en galerie, alors que péniblement on faisait 50. Si vous voyez toutes les galeries qu'il y a, Au bout, oui, effectivement. c'est 50. Bon. Ensuite, ils avaient un système de manutention pour bouger les blocs, les crics, les pinces et les rouleaux. C'était une élite, quoi je veux dire. C'était une élite qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans un autre pays de pierre. Donc les scies, ça a été les premières scies, ça a été un fabricant qui les a faites en acier qui résistait, c'était Mongin. Et il y avait Peugeot. Peugeot a commencé à faire des scies. C'est la fin du siècle dernier. Et du reste, vous le voyez très bien dans les anciennes carrières, vous voyez très bien qu'il y a des parties qui ont été faites à l'escoude et puis ensuite qui ont été faites après avec la scie, parce que la scie entraînait évidemment une autre discipline, c'est-à-dire qu'il fallait faire un trou de mèche pour que le crocodile aille buter dans le trou de mèche. Dans la langue provençale, on appelle ça l'itrasaire. Tout est normalisé, les dimensions sont normalisées. C'est-à-dire que les architectes faisaient leur plan et leur appareil en fonction des blocs qui sortaient des carrières. C'est-à-dire c'était les kérades qui faisaient 90, 50, 45, les trespanières, les kérades qui faisaient 65, 50, 45, les kérades qui faisaient 90, 50, 45, les carreaux qui faisaient 75, 65, 45, et qu'on pouvait diviser. Mon père gagnait, je me rappelle quand on le payait, les piécettes d'or avant la guerre de 14, on les payait avec des pièces d'or. Quand il apportait sa paye, il a des pièces d'or, il prend une pièce d'or, il prend sur le coin de la table, je le vois ça. Ah ben les carriers, il gagnait un peu plus. J'avais des collègues, moi, il était carrier, lui, et il avait toujours des sous plus que moi. Il gagnait beaucoup plus d'argent que nous qui étions des paysans, vous savez. Il gagnait 100 sous par jour, mais 100 sous à cette époque. Et il fallait doubler, nous autres on gagnait 3 francs, pas plus. Et alors? Avant la guerre de 14, que moi je me souviens un peu, le carrier gagnait 5 francs par jour. Alors 5 francs par jour en 1914, quand le paysan gagnait à peine 3 francs, c'était quand même une catégorie de travailleurs qui était assez aisée. Parce que là, ils étaient à la tâche. Vous voyez, ils étaient au forfait alors. Il n'y avait pas beaucoup qui travaillaient à la journée. Et qui alors, surtout, n'avaient pas le temps perdu. Parce que le carrier, étant donné qu'il travaillait dans les carrières, sous terre, eh bien, qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il fasse froid ou chaud, il travaillait toujours, tandis que le paysan... Quand il travaillait, il gagnait juste pour vivre. Alors, s'il restait un mois à travailler l'hiver, alors c'était trop mou, après c'était trop sec, après le patron les arrêtait, ah ben, vous en reste, mais il n'y avait pas d'inscription de chômage, sans préavis ni rien. Oui. Ah oui, je vous arrête pour un mois, il disait, donc moi je ne vous veux plus. Au moment là, de par le syndicat des ouvriers carriers, c'était un pays à avant-garde. D'esprit d'avant-garde. Voilà, parce qu'ici, il y a eu la chambre syndicale des ouvriers carriers, c'était son titre, c'est la chambre syndicale des ouvriers carriers. Ça a été un des premiers syndicats qui existait en France. Voilà. Il était jaune, le syndicat jaune qu'on appelait ça. Il était indépendant des autres fédérations. Il n'y avait aucun pays qui fêtait le 1er mai. Et les carriers s'étaient défendus de travailler le 1er mai. Et avant le 1er mai, alors le jour du 1er mai, on faisait un banquet au National qui avait le siège là. Mais si tu avais travaillé à la carrière, le patron était obligé de te foutre dehors. Parce que les carriers gagnaient beaucoup d'argent. Mais il y en a qui faisaient 10-12 heures de travail par jour. Et c'est ce que le syndicat a voulu abolir. Ils ne travaillaient plus que 8 heures, et ils y sont arrivés. C'est ce qui est arrivé quand il y a eu les éboulements. Mon père il était dessous, là, et que la veille, il est venu l'ingénieur des mines, il a dit au patron, il a dit non, il y avait un risque, enfin, le lendemain, ça s'est écrasé. Mon père le racontait, il avait 18 ans, mon père, quand c'est arrivé. Il a quitté les carrières, il était travaillé à Bédaride pendant 1 an au champ, il ne voulait plus faire le carrier, il a tellement été épouvanté. J'ai visité les lieux du sinistre.
Le spectacle de ces ruines amoncelées dans un lugubre désordre sur une surface de 200 mètres carrés environ. Cette charrette couchée sur le plan qui continue à s'enfoncer dans l'abîme, car le sol s'affaisse encore lentement au moment où j'écris ces lignes. Ces besaces éparses, çà et là des ouvriers qui n'ont échappé à une mort inévitable que par un hasard providentiel. Ces oliviers qui semblent s'être assis par suite du changement de niveau du sol qui les portait. Cette maison qui reposait sur l'abîme et qui maintenant s'est effondrée sur lui, après avoir éclaté comme une grenade mûrie. Tout cela m'a secoué de sentiments divers. 50 hommes travaillaient dans la carrière, quand des éboulements partiels et puis quelques craquements sinistres se sont fait entendre comme les avant-coureurs de la ruine. Il était 1 heure de l'après-midi. À la voix rauque du danger, les ouvriers s'appellent pour fuir ensemble. Ils courent à l'escalier de sortie, mais des énormes blocs de pierre qui surplombent en s'effondrant ont barré le passage. Et le voilà tous enfermés, condamnés à mourir, si le secours ne leur vient du dehors. Le regard carré et profond d'où montent les pierres au moyen d'une forte machine n'avait pas été atteint par les éboulements. Les carriers affolés s'y précipitent, et c'est par là que sortent de leur tombeau ces malheureux dont la face livide trahit déjà les plus cruelles émotions. Joseph Fabre, Journal de la montagne, du 8 avril 1883. Le paysan, c'était pas pareil, n'importe qui pouvait être un paysan. Alors ça faisait que quand nous faisions un syndicat, les choses que je vous dis qui allaient travailler pour les châtelains, là, pour les faire venir au syndicat. Il fallait y aller, lui dire, mais il pas pour, mon Dieu. E non sparava do sol de mai a loro. E non puzzava che do sol giocatori d'uno. Ma io comprends que voilà, nous n'avons pas peine pour faire un syndicat. Parce que nous, ici, comprenez-vous, nous avions 5 ou 6 nobles à Fontvieille. Et ces nobles avaient toutes les grandes propriétés, vous voyez. Ils occupaient presque la totalité des ouvriers agricoles. Alors, sans même faire pression sur ces ouvriers, les ouvriers d'eux-mêmes, pour ne pas désobliger son patron, ils envoyaient ses enfants aux écoles organistes. C'était la vraie bourgeoisie. Et puis, c'est encore un embryon de la féodalité, ce qu'il y avait à ce moment-là. C'est romain, on était misérables. C'est pour ça qu'on était allés dans le match travailler. Dans le temps, moi j'ai connu des mages ici où il y avait 20 ouvriers en permanence, toute l'année. Les rafis, dans les masses. Mais l'agriculture était limitée à la vigne, à l'olivier. Et puis il y avait des mouchets, des palons. Ah, c'était que de marée, là, dans le bas de Fontvieille, le Grand Clar, qu'on appelait l'étang du Grand Clar. C'était rien que de marée, ça. Il y avait un peu de céréale. Et puis les masses comme d'Arboussille, la Forêt, le Grand Clos, Barbegal, et tout ça, il y avait de grands vignobles. D'olivier, d'amandier et de mûrier. Il y avait des nourriers à ce moment-là devant les fermes. Dans tous les petits masses, il faut regarder, il y avait des nourriers pour arroser pour le jardin familial. Voilà. C'était aride au Fontvieille avant le canal. L'aridité la plus absolue, je le connais comme ça. Il y avait un certain esprit libre-penseur dans Fontvieille. Il y avait même une société à l'époque de libre-pensée. Des gens qui ne fréquentaient pas l'église. Puis alors nous avions eu longtemps le maire de Fontvieille qui était Marion, docteur Marion, qui est resté 30 ans maire de Fontvieille et qui était un socialiste de l'époque. Il y avait deux clans, il y avait les rouges et les blancs. Alors les rouges, naturellement, c'était les carriers, et les blancs, c'était beaucoup de paysans. Alors les gens qui étaient qualifiés de blancs dans Fontvieille, c'est des gens qui fréquentaient l'église. Voilà. Tandis que les rouges, la gauche, les carriers, c'était ceux qui fréquentaient moins l'église. Ah ben c'est le petit Martin de Saint-Jean, à côté de Dieu, républicain canaille, se faisait pas un travail, se faisait manger à ta femme, vivre le drapeau blanc. Il n'avait jamais quitté la lèque, il faisait pas cacher ses moutons dans les vergers là, et il descendait jamais. Et une fois il est allé à Arles, il est allé. Tu sais l'oratoire qu'il y a à Saint-Roch, à côté de Sanson là.
Ils allaient faire des bénédictions, des rogations qu'ils appelaient, ils partaient avec le clergé à l'époque, la croix en tête, les enfants de cœur, des cantiques en procession. Le maire se mettait la tête en dé avec son écharpe. Et t'as taillé, oui. Il y avait d'abord bagarre, les frères et les sœurs étaient brouillés quand ils n'étaient pas de même bord. Les oncles et les tantes, il y avait des brouilles dans les familles qui se transmettaient de génération en génération. Et quand nous faisions un syndicat, les choses que je vous dis qui allaient travailler pour les châtelains, là, pour les faire venir. Il fallait y aller, lui dire, mais il pas pour, mon Dieu. Et non, c'est pas grave du choc de mal à l'eau. C'est un peu ça là, qu'il y a du choc, je côté les deux, non. Mais vous, vous comprenez ce que. Voilà. Nous avons une peine pour faire un syndicat, nous. Parce que nous, ici, comprenez-vous, nous avions 5 ou 6 nobles à Fontvieille. Et ces nobles avaient toutes les grandes propriétés, vous voyez. Ils occupaient presque la totalité des ouvriers agricoles. Alors, sans même faire pression sur ces ouvriers, les ouvriers d'eux-mêmes, pour ne pas désobliger son patron, ils envoyaient ses enfants aux écoles congréganistes. C'était la vraie bourgeoisie. Et puis, c'est encore un embryon de la féodalité, ce qu'il y avait à ce moment-là. C'est Romain, on était misérables. C'est pour ça qu'on était allés dans le mat travailler. De Fontvieille, il y avait une vingtaine de carriers. En 1882, quelques signataires du premier bureau de la Chambre syndicale des ouvriers carriers, créée en 1879, fondent la Société de la libre pensée, l'anti-religieuse. Ils se nomment Franchissin, Isnard, Brun, Gros-Louis. Article 1er. Entre les sous-signés, citoyennes et citoyens qui adhèrent au présent statut, il est fondé à Fontvieille une société sous le nom de Libre Pensée. L'objet de cette association est de briser avec toutes les doctrines religieuses. Il y avait un valse de Demosthène, alors on dansait celui-là, tu faisais la valse ici, la polka là-bas, la mazurka là, tu comprends, tu allais de l'un à l'autre, tu ne t'arrêtais pas de danser, des fois il y avait la concurrence d'un bal à l'autre. Aussi, on s'amusait simplement. C'est comme par exemple les jeunes filles, on leur offrait à boire, mais il ne fallait pas croire que tu te mettais à côté d'elles, toi tu étais d'ici assis, et elles étaient assises de l'autre côté, hein, parce qu'il y avait leur mère qui était assise que... Si tu parlais à une jeune fille, tu la fréquentais sérieusement ou tu la laissais. Et je ne dis pas qu'il y en avait beaucoup qui étaient enceintes avant de se marier, peut-être plus que maintenant, hein, parce qu'il n'y avait pas la pilule à l'époque. Il y en avait beaucoup. Hein. Mais il y avait un accord. Mais le garçon qui avait mis une fille enceinte, l'épouse, c'était... Bon. Ce que nous faisions, c'est que nous allions à la fête de Château-Renard. Pendant la guerre, quand j'avais 10 ans, moi, quand la guerre s'est déclarée, j'avais 10 ans. Et il y avait 3 autos dans le premier. Il y avait le baron de Roure qui avait une Ford de ces autos noires, sauterelles qu'on appelle là. Puis le Mazda Gamme chez Adrien qui était au Mazda Gamme. Et venait à la messe. Puis il y avait Madame Massal, le marche de près. Elle avait une 2 boutons. Alors ça là, 2 boutons, les phares en cuivre. La capote était tenue par des courroies comme ça qui venaient rejoindre. Alors on était à la sortie de la messe, on était là. Tous les petits de Kyoto, ces 3 voitures là. Alors le baron de Montréal sortait. Alors il avait une grande pelisse en peau d'ours. La baronne sortait, se mettait de voilettes, ils se mettaient des lunettes noires. On aurait dit qu'ils allaient partir en avion, les gens autrefois. C'était rigolo. Hein. On aurait dit qu'ils pesaient de 30 à l'heure, mais ils s'habillaient comme s'ils allaient faire. La vie était plus simple que maintenant, c'était moins compliqué. On n'avait pas d'argent, personne n'avait de l'argent, mais tout le monde était heureux. Il y avait peut-être 10 cafés d'un coup, mais tous travaillaient et tout le monde était gai, tout le monde chantait. Il y avait des opérettes toutes les semaines qui venaient. Il y avait c'était gai, c'était...
Des balles tout le temps, c'est vrai, les gens s'amusaient beaucoup, 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 beaucoup. La vie était simple, mais ça n'a rien de commun. Et puis le soir, à l'abbaye, en service des voisins venaient, après c'est nous qui allions chez eux, après on buvait le café, on racontait des histoires, des anecdotes. L'époque la meilleure de Fontvieille pour les pirailleurs, c'était sous le Second Empire et au commencement de la Troisième République. Là alors, on a fait la rue de la République à Marseille, on a fait le Longchamp, c'est tout des pirates de Fontvieille ça, vous voyez. Alors ça a donné une activité dans le pays, quelque chose d'extraordinaire. On appelle ça la marque au niveau. Vous avez l'opéra, vous avez le palais Longchamp. Le palais Longchamp, il y a du Paon, là, le statut de la pierre du Paon. Et puis alors tout ce qui est boulevard Longchamp, boulevard de la Madeleine, maintenant boulevard de la Libération. Et tous les jours, c'était incroyable l'industrie qu'on avait. Sans exagérer, il y avait 200 chevaux dans Fontvieille. De wagons, de trains complets. Oui, mais les chevaux qui charriaient au Marseille. D'abord, si tu es à Marseille, tout Marseille était construit de pierres de Fontvieille. C'est incroyable. Si tu es au Château-d'If, tu es arrêté, tu remontes mieux que moi, c'est les pierres de Fontvieille. Et toute la canebière, tout, c'est les pierres de Fontvieille. La rue de Paradis, la rue de la République. Et là, l'époque la meilleure de Fontvieille pour les pirailleurs, c'était sous le Second Empire et au commencement de la Troisième République. Là alors, on a fait la rue de la République à Marseille, on a fait le Longchamp, c'est tout des pirates de Fontvieille ça, vous voyez. Alors ça a donné une activité dans le pays, quelque chose d'extraordinaire. On appelle ça la marque Nigre. La marque Nigre, c'était l'époque de la reconstruction de Marseille, au milieu du siècle dernier. C'était une société qu'on appelait la marque noire, parce que souvent on marquait les pierres avec un bâton rouge ici. Celle-là peut-être le marquait en noir. C'était la plus grande entreprise qu'il y avait au moment de la reconstruction de Marseille, au milieu du 19e siècle, mettons en chiffon, en 1850. C'était la marque noire, c'était l'époque de la grande prospérité de Fontvieille. Alors j'y suis allé, mon père faisait le blocage. Alors moi je travaillais avec lui, il m'a dit notre plan c'est de gagner le plus d'argent possible, d'aller de l'avant. Quand le tableau était tombé, moi je le refendais, tu sais, avec la scie, lui il faisait autre chose, il gagnait de l'argent. J'ai fait 4 ans. Et quand je suis revenu du raffinement, effectivement, quand je suis parti, mettons qu'il y a 50 carriers, quand je suis revenu, je suis resté 18 mois en Algérie, il n'y en avait plus que 30. Puis après c'était presque à zéro, puis après il y a eu un petit retour. C'est M. Honorat qui était le dernier maître carrier et qui a pris Montfort. Alors ça s'est passé en même temps. D'un côté, les carrières ont périclité du fait de la guerre et du fait de l'emploi du ciment armé, et de notre côté, l'arrivée du canal d'irrigation a permis d'autres cultures. J'ai vu la prospérité de Fontvieille, vous voyez, et puis la déchéance. Ça, la déchéance a commencé à la guerre de 14. Là, alors, il y avait le ciment commençait à faire son apparition, le ciment, et ma foi, les carrières ne marchaient pas trop bien. Alors, beaucoup de carriers allaient en Camargue, d'autres allaient au Salin de Gironde, ils cherchaient un travail comme ça. Alors, il y avait quelques-uns qui ont conservé de faire les coins avec la pierre de Fontvieille. Mais ça n'a pas duré. Et ils ont fait avec du ciment, et voilà, et ça a passé comme ça. Le raté, on a eu temps de trouver. Mais le redou. Et quand on l'a, je mets le solo. Quand on a mis le solo, mais là-bas, mon temps à football. En quelle année l'équipe de Fontvieille ont été débauchés pour aller travailler à Bouzé-les-Alès pour faire la cathédrale de Lourdes. Un jour, on est à la pierre de Bouzé, les guerres brun, les guerres bouquet, les guerres Audran, les guerres de tas de types de Fontvieille. À Bouzé-les-Alès. C'était au moment de la basilique de Lourdes. Et ils avaient débauché ici à Fontvieille, ils avaient débauché des botteurs. Il y a Emile de Moncaine qui arrive. Bon. Ah, il y avait Moncaine. Emile, le Guinée. Bon, il a gagné les sons. Pareil qu'il a gagné les sons.
La montagne est pleine de bruit. Elle sonne comme une cloche. Un homme, dès que le jour lui, de ses coups ébranle la roche, c'est le carrier, patient et fort, arrachant d'un robuste effort le bloc de granit ou de pierre, qui, façonné par d'autres mains, deviendra peut-être demain palais ou demeure dernière. Jean Dulot dit la gaieté de Villebois, compagnon tailleur de pierre du Tour de France.